Alors on parle, Jean-Pierre parlait de co-création, on sent bien quelque chose qui fait mal aux oreilles dans ce terme, hein, comme les co-constructions, voilà, en général d'ailleurs une construction c'est toujours plutôt collectif. On ne parle pas de co-liberté, parce qu'on a l'idée qu'une liberté c'est forcément individuel, mais le fait que ce soit co, si vous passez l'expression, en français ça n'est pas très joli, mais ça n'empêche pas que ce soit individuel. Chacun est libre, mais est libre avec, et voilà. Et il n'est pas seulement limité par d'autres libertés, selon la devise individualiste de 1789. Là, ce qu'on veut montrer, c'est que nos libertés commencent avec celles des autres, et non pas s'arrêtent là où commencent celles des autres, mais commencent avec celles des autres. Et au niveau de la création, ça va être central. Les co-responsabilités, ça on a l'habitude, évidemment. Les co-droits, ça n'existe pas trop non plus. Mais évidemment, si vous avez le droit de participer, le droit d'association, il est clair que c'est un co-droit. Hein, on ne s'associe pas tout seul. Voilà. Et si vous regardez absolument chaque droit de l'homme, vous avez en réalité le sujet qui est toujours individuel, mais l'objet du droit, qu'il s'agisse d'association, qu'il s'agisse d'alimentation, qu'il s'agisse de l'expression, etc., c'est quand même toujours un objet social. Voilà. Et ça a l'air de rien, mais c'est le point névralgique entre une approche très individualiste et une approche très, très collective. Si chaque sujet compte, c'est individuel, voilà, il n'y a pas que Vincent qui est citoyen. Mais la citoyenneté elle-même, elle est forcément partagée. Voilà. Alors pour qui créer, et est-ce qu'on peut parler d'un droit de créer, hein? C'est évidemment pas clair, puisqu'on a l'impression que le droit, c'est pour tout le monde, et on n'a pas forcément l'impression que la création, c'est pour tout le monde. Voilà. Et au niveau du droit culturel, on dit oui, il y a un droit de chacun à, pas forcément parvenir, mais à ce qu'on lui reconnaisse, en tout cas, ce droit de créer, donc on fasse tout pour que ça marche. Donc il y a une exigence pour soi, on peut dire le droit de créer, parce qu'un droit de l'homme, c'est quand même déjà une exigence pour soi, comme le droit à l'éducation. On en est son premier ou son deuxième responsable, comme on voudra, selon les âges. Et ici, il y a une puissance fondamentale dans l'être humain, dans sa dignité, de parvenir à une situation, à une dynamique de création. Et puis évidemment, pour les autres, pour soi et pour les autres, pour répondre à un problème, au droit des autres. Pourquoi? Parce qu'on est dans des situations extrêmement difficiles. Alors Jean-Pierre vient d'évoquer des gens qui sont en situation extrêmement difficile et on n'a pas de solution pour ça. Et donc il faut de la création. Et donc on prend ici évidemment le terme création, on l'a introduit dans sa transversalité. Il faut de la création sociale. Et notre conviction dès le début, c'est que l'excellence culturelle est un principe d'excellence sociale. Pas excellence culturelle au sens d'une excellence qui se définit par en haut, mais effectivement là où des hommes et des femmes arrivent à trouver à l'intime d'eux-mêmes, par l'intime d'eux-mêmes, quelque chose qui est commun. Et ça, c'est le principe même de toute libération. Donc développer une culture générale de créativité, c'est ça l'objet politique, on pourrait dire, que c'est bien une culture générale de créativité qui va permettre que la création se développe. Alors simplement au niveau du vocabulaire, juste proposer ça, puis vous pourrez déployer ça, le critiquer. Le rapport entre innovation et création, et à chaque fois le puisqu'on n'innove pas à partir de zéro, donc on prend quelque chose et on rénove, et dans une logique de tradition, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'il y avait avant et on le reprend, et la même chose évidemment pour l'interprétation. La liberté d'interprétation, on pourrait dire, c'est le béaba même des conditions de créativité, et on n'interprète pas non plus à partir de rien, on interprète à partir d'autres. Et donc la réinterprétation, c'est peut-être là où la liberté se conquiert et se développe. Pourquoi? Parce qu'on s'instruit. On s'instruit de l'intelligence accumulée et on la reprend et on la retravaille et on redéploie autre chose et on se fait critiquer par les autres. Donc l'idée, évidemment ici, c'est qu'il y a bien un continu. Et pourtant, dans la notion de création, il y a une rupture. Voilà. Et donc, ce qu'on veut garder, c'est bien cette dialectique, puisqu'on veut se casser un peu, se défaire
de l'image que le créateur, l'artiste, c'est le créateur, et puis l'artiste et son public. Hein, ça, c'est vraiment le b.a.-ba administratif et ce qui va contre cette idée d'une continuité d'une chaîne de savoir, d'une chaîne de saveur. Mais la même chose pour le chercheur scientifique. Là, on sait qu'il ne travaille pas tout seul en général, mais il y a quand même la posture du chercheur. Le chef étoilé, il a son équipe, c'est sûr. Et le public, c'est-à-dire le client dans ce cas-là, est celui qui va authentifier, donc qui va vraiment participer à l'idée de création. Et puis, donc, il y a toujours cet aspect de retour, il y a cet aspect de rupture, parce que quand on dit création, on entend création ex nihilo, il y a quelque chose qui doit être franchement nouveau, c'est peut-être la distinction. Et puis, on n'oublie pas justement là l'aspect de destruction, puisque pour pouvoir faire quelque chose, il faut enlever autre chose, mais en logique systémique. Et on ne détruit pas assez, sans doute. C'est vrai, au niveau de... Quand on fait le patrimoine, il faut détruire, puisqu'on ne peut pas tout garder. Et puis dans les idéologies, si on pouvait détruire beaucoup plus, ça nous ferait du bien, hein, et ça ferait de la place dans nos esprits. En termes de développement, c'est pareil, on ne parle pas assez de destruction, mais il est complètement central. Et dans cette idée de destruction, on a peut-être aussi cette rupture de la création. Voilà. Alors je reprends le schéma qu'on utilise, nous, beaucoup dans notre travail, c'est-à-dire que notre processus Paideia, ça veut dire, si vous voulez, un enseignement et une formation mutuelle de tous les acteurs de la société. Donc c'est l'éducation, une éducation mutuelle, et on est d'abord observatoire, parce qu'il s'agit d'abord d'examiner ce qui se passe. En systémique, on va dire qu'un système social change à partir du moment où il se sait observer. Donc l'observation, contrairement à l'idée répandue, c'est quelque chose d'extrêmement actif, hein, extrêmement interactif, et ça fait bouger les lignes. Voilà. Et donc ici on a ces trois fonctions. Alors fonction d'auditoire, parce qu'on va récolter les témoignages. Hein. Et pourquoi vous avez des gens qui sont, témoins de souffrance, témoins de désir de toutes sortes, et c'est là qu'on va chercher les sources même d'activité et les sources d'intelligence. Et donc on va beaucoup s'informer mutuellement dans cette notion d'audition, audition qui peut être aussi bien au sens artistique qu'au sens judiciaire ici. Et puis l'aspect conservatoire, alors on va parler du conservatoire des arts et métiers, une belle expression, parce que souvent on a des conservatoires surtout pour la musique, hein, mais c'est un mot qui est très très fort, et moi j'aime beaucoup, conservatoire des patrimoines, et dans lequel on a cette boucle aussi un conservatoire permet de former, d'informer, et enfin d'élaborer de nouvelles pratiques. Alors, je prends ici la boucle des droits culturels ici, formation, information, qui sont deux sœurs jumelles, on pourrait dire. Le droit à l'éducation, il y a la formation tout au long de la vie, et pour lequel on apprend à informer et à s'informer. Se former, c'est quoi? C'est apprendre à s'informer et à informer. Informer et s'informer, c'est continuer à se former et à former tout au long de la vie. Donc c'est un point très fort. Et sur quoi on forme et informe? Eh bien, sur des savoirs accumulés, autrement dit des patrimoines qui en sont le contenu. Je prends rapidement les trois thèmes. Les auditoires de la créativité. Donc comment dire, je reprends la question, comment développer des conditions de créativité, donc comment les observer et comment les favoriser. Observer, c'est aussi estimer. Et si je prends l'analyse même de l'idée de richesse ici, on va observer quelles sont les ressources culturelles. Les ressources culturelles, ce sont les personnes, ce sont les savoirs qui sont portés par les personnes, les savoirs qui sont déposés dans des œuvres, les savoirs qui sont institués, on pourrait dire, dans des organisations, des institutions de toutes sortes. Donc on observe les ressources, on fait une estimation de ces ressources qui en fait des valeurs, qu'il s'agisse d'une valeur au sens proprement culturel, qu'il s'agisse d'une valeur économique, d'une valeur politique, donc une valeur étant ici une ressource estimée, et en fait on cherche des liens. Et donc pour
comprendre ce que c'est que la richesse, hein, et nous trouvons qu'on ne parle pas du tout assez de ce que c'est que la richesse. Moi, je pense qu'il faut faire l'éloge de la richesse. Hein. Eh bien, on va regarder comment on estime donc une valeur, qui peut être ici une valeur humaine, une ressource humaine estimée, une valeur en termes de savoir, une valeur en termes institutionnels, une valeur en termes d'équipement, par exemple, une valeur monétaire. Et à ce moment-là, la richesse, c'est quoi? C'est quand on fait la valorisation. Et donc, d'arriver à comprendre ici comment une chaîne de valeurs, ce qu'on va étudier maintenant, comment une chaîne de valeurs, c'est pas simplement chacun fait son job et puis on s'ajoute, mais il y a véritablement une valorisation mutuelle, c'est-à-dire que chaque ressource ici est améliorée dans cette factorisation. Et donc une personne qui se trouve dans un bon endroit, eh bien, elle va elle-même établir ses propres capacités. La structure qui l'accueille va évidemment s'enrichir de cela. L'aspect monétaire chez nous, c'est peut-être moins évident. Mais de toute façon, l'aspect monétaire, si jamais ici, c'est uniquement un liant. Hein. Ce n'est pas une valeur en soi, c'est une valeur outil, une valeur instrumentale qui permet effectivement de pouvoir faire fonctionner les autres éléments. Si je prends maintenant des conservatoires de la créativité, c'est bien ça que je crois. Un conservateur de musique, c'est bien un conservateur de créativité, puisque à la fois il peut maintenir, garder des instruments, des partitions. Évidemment, ce qu'il maintient surtout, c'est une activité. C'est de la formation, c'est aussi des exercices, c'est des auditions, comme on dit, voire des concerts. Et on est ici exactement dans cette idée-là de capitaliser, capitalisation. Le mot est pas très beau dans notre oreille, mais il est extrêmement fort en soi, puisqu'on doit construire une tête. Hein. Le capital, c'était les têtes de bétail qui définit ça. Et on doit construire une tête, c'est-à-dire un endroit où les valeurs sont assez bien concentrées pour que la valorisation fonctionne, hein, la factorisation mutuelle fonctionne. Donc on doit avoir assez de richesse ensemble pour que ça pète le feu, quoi, en gros. Si tout est éparpillé, alors Jean-Pierre parlait de désectorisation, tu as mis l'autre, désectorisation, c'est plus trop grand, mais ça mais on comprend bien. Et donc, pour qu'il y ait du capital, au sens de capital culturel, il faut que les valeurs soient assez fortes, assez concentrées, assez variées, diversifiées, pour que la richesse se déploie. Et donc, pour nous, ici, de la création. Donc, il s'agit, au niveau des droits culturels, d'accéder, de participer à des références culturelles de qualité, d'y contribuer et transmettre. Donc, droit culturel, ici, une façon de les nommer, c'est bien le droit à l'identification, mais le droit de participer à des références culturelles, d'y participer au sens actif, d'abord d'y accéder, de les connaître, et puis de mettre vraiment les mains dedans, le cœur dedans, l'esprit dedans, et d'y contribuer, puisque c'est seulement quand on est actif qu'on contribue, qu'on s'approprie réellement. Alors le capital, rapidement, ici, puissance d'innovation du capital en général, je prends ici capital culturel, vraiment tout le capital de savoir. Pourquoi on a voulu faire dans ce chantier création art, science, et on a ajouté alimentation, on n'a pas de mot suffisant pour ça, hein, culture de l'alimentation, on peut dire ça comme cela, eh bien c'est précisément pour dire les savoirs sont communicants. Et qu'est-ce que c'est qu'un savoir? C'est une saveur, c'est quelque chose qui est fort en soi, c'est quelque chose qui donne de la joie, c'est jouissif d'abord, donc c'est complètement l'art pour l'art, la science pour la science, ou la cuisine pour la cuisine, on peut dire ça aussi, pour prendre ces trois domaines, mais on pourrait en ajouter d'autres. Hein. Et on peut prendre des technologies, on peut prendre le religieux, on peut prendre encore bien d'autres domaines, le sport, dans la mesure où il a cette dimension, mais en même temps, il n'y a rien de plus utile. C'est ça l'idée. C'est que c'est un but en soi, mais il n'y a rien de plus utile que le but en soi. Et la science pour la science, c'est là qu'elle est la plus féconde. Et l'art pour l'art, justement, on n'est pas dans l'art-thérapie, c'est-à-dire on ne fait pas
Jean-Pierre sera bien d'accord avec ça. C'est pas un art qui est instrumentalisé pour guérir, mais c'est parce qu'on fait de l'art pour l'art qu'il apporte une libération sensuelle, il apporte une libération esthétique, et donc il apporte une libération psychique et sociale et politique. Par sa force spécifique, d'où l'idée de l'art pur, etc. On pourrait dire l'art puissant, ou la science puissante, quand c'est la recherche pour la recherche, et que ça fait exploser les lignes, quoi, en gros. Voilà, je prends donc ici juste les trois éléments chez Bourdieu du capital culturel, parce que je pense qu'ils sont vraiment importants pour notre logique. Donc, l'état objectivé du capital, c'est la bibliothèque, on a les bouquins, c'est le musée où on a beaucoup d'œuvres. Donc, c'est les objets qui contiennent des savoirs. Et quand on dit contiennent, c'est au sens fort. Hein. Une œuvre culturelle, un objet culturel, c'est quelque chose de magique, puisqu'effectivement, on peut l'ouvrir et le bouleverser. Voilà. Et peut-être n'importe qui, pas n'importe qui, mais quelqu'un qui vient d'Issoudun peut être bouleversé par cette œuvre. Et puis, l'état incorporé, évidemment, qui nous intéresse, le livre, il faut le dévorer, il faut le manger, le tableau, il va transformer mon propre regard. Et donc, à ce moment-là, je suis saisi par. Ma puissance culturelle, c'est quoi? C'est ma puissance d'être touché et d'être touché. Quelle est ma capacité de toucher? Quelle est ma capacité d'être touché? J'ai incorporé des façons de voir, j'ai incorporé des romans et leur puissance, j'ai incorporé une musicalité, j'ai incorporé des paysages, j'ai incorporé le geste de la danse, même si je ne danse pas, mais ça me fait vibrer, etc. Et donc, c'est par cette puissance-là que j'ai en moi. Le mot puissance, il est assez fort, dynamis en grec, dynamite, il faut que ça sorte. Et quand on voit dans les, comment est-ce qu'on peut dire, l'avant-scène d'un acte créatif, c'est qu'il faut que ça sorte. Hein. Il y a quelque chose qui arrive au seuil de la peau. Ma peau, c'est ma culture, c'est là où je touche, je suis touché, et il y a quelque chose qui arrive au seuil de ma peau, parce que j'ai été touché, et parce qu'il faut que je le vois. Hein. Déjà, et pour le voir, je ne peux le voir que par le regard des autres. Je ne peux pas le voir moi tout seul. C'est en regardant le regard des autres que je verrai ce qui est en moi, parce que ce qui est en moi, c'est aussi dans d'autres, et d'autres qui vont le reconnaître. Donc il y a cette notion de reconnaissance interactive qui va être très forte. Pour nous, les droits culturels, c'est le droit de vivre cette expérience, au sens le plus fort. Hein. Et donc de la vie, ça veut dire de la transmettre, de la partager. Et puis l'état institutionnalisé, c'est évidemment qu'il faut que ce soit reconnu à un niveau plus large. Pour mon Dieu, ça peut être le diplôme, mais on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans cette approche-là. Et enfin, laboratoire, c'est plus facile ici de le dire. On va faire alors des co-réalisations cette fois-ci, mais réaliser quoi? C'est pas simplement réaliser tel ou tel événement, spectacle, etc. C'est réaliser ses droits fondamentaux. Donc pourquoi nous voulons créer? Nous voulons créer parce qu'il y a urgence. Il y a urgence de dire plus de beauté, il y a urgence de dire plus de force, il y a urgence de rétablir une confiance politique, on en est hyper loin, il y a urgence de répondre à la guerre, il y a urgence de répondre, etc., etc. Le droit de contribuer, d'innover, d'interpréter et donc de créer dans ce sens-là. Alors, on arrive à cette notion, est-ce qu'on peut parler de chaîne de liberté? Évidemment, le paradoxe, il est bien là. Et processus de liberté, ça gêne un petit chouïa aux oreilles, mais on sent bien que c'est important, puisque quand on fait de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on amène des gens, des enfants d'abord, et d'autres aussi, en disant étape par étape. Et tu vas faire quoi dans ces étapes? Eh bien, tu vas t'incorporer une discipline. Et il est clair que nous avons conscience que pour se libérer, entre guillemets, pour libérer les capacités de savoir qui sont en soi, eh bien, il faut suivre des disciplines. Et la notion de discipline, c'est un cheminement qui est extrêmement passionnant en soi. Et là encore, le droit culturel, c'est quoi? Le droit de vivre de comprendre que le chemin de discipline, le chemin d'arrachement à ces médiocrités, aux médiocrités qui sont en soi,
c'est un chemin qui est difficile, c'est bien l'arrachement, mais c'est en même temps un chemin de joie, puisque on y trouve des filiations, on y trouve des rapports maître à disciple, on y trouve de la reconnaissance mutuelle, et surtout, on montre qu'on n'est pas simplement soit médiocre en face d'une œuvre qui est excellente et qui nous fait peur, comme un enfant devant ses parents qui l'imagine extrêmement intelligent. Voilà, je peux te chanter au bout d'un moment. Et il y a quelque chose, je pense qu'on néglige trop cette idée d'humiliation, hein, et on le voit, mais ce n'est pas seulement vrai pour des gens qui sont analphabètes. Ça peut être vrai pour nous tous aussi. Et on est tout petit devant ce que peut être le savoir, quel qu'il soit. C'est fort de savoir. Et la discipline, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut nous prendre par la main et nous dire, bien, on va grimper petit à petit sur cette montagne, on va prendre les chemins détournés qu'il faut, étape par étape, marche après marche, rocher après rocher, arbre après arbre, et on va apprendre à toucher, on va apprendre à voir, on va apprendre à respirer, on va apprendre la tendresse, on va apprendre combien c'est dur aussi, et que les choses simples qui paraissent simples sont beaucoup plus difficiles et puissantes et exigeantes qu'il n'y paraît. Voilà. Et donc à ce moment-là, si on réfléchit un peu sur ces chaînes de valeurs, on pourrait faire la chaîne de choix. Hein. Dans le néolibéralisme ambiant, on a l'impression que chacun fait son choix individuel, comme si ça allait tomber du ciel, il suffit qu'il fasse là, et puis il a quelque chose. C'est ma liberté d'opinion, je peux cracher sur qui je veux, etc. Et donc on est dans un individualisme de masse complètement déculturé. Si on réfléchit, même concrètement, si vous allez au supermarché, eh bien, vous avez toute une quantité de gens qui ont fait des pré-choix. Et vous, si vous êtes ici à faire un choix, vous avez évidemment un choix partiel, puisque c'est ce qui vous est montré là. Et puis ensuite, vous avez des post-choix. En fonction du choix que vous avez fait, ça limite. Ou si votre choix est bon, ça l'augmente, ça ouvre sur d'autres choix. Ouais. Et donc, la chaîne des choix, c'est pas très joli comme expression, mais je pense que c'est extrêmement important de montrer comment nos libertés sont interreliées. Hein, on peut dire dans toute une série d'écosystèmes, dans ce sens-là. D'où notre question fondamentale, évidemment, est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que quand on décide de faire sa vie avec quelqu'un, il est clair qu'on connecte nos libertés? Est-ce qu'on se passe l'accord de coup et qu'on est limité? Oui, parce qu'il faut garder les enfants, mais sortir comme on veut, et autre chose. Mais en réalité, évidemment, on fait un choix qui peut réduire en extension les libertés, mais si le choix est réussi, est intelligent, il les augmente considérablement en compréhension. C'est qu'on a moins de liberté au sens matériel, si je peux m'exprimer comme ça, d'extension de liberté, mais on a des libertés plus puissantes puisqu'on a fait un choix dans lequel on peut s'investir. Donc on arrête une forme d'anarchie pour construire un principe, une synergie. Si je prends les schémas qu'on utilise, je crois que vous en avez dans les dossiers, des cartes des parties prenantes. Ici, on peut mettre le vent se lève, formidable. Tout le vent qui se lève ici. Et quels sont ces interacteurs, hein, quels sont ces stakeholders? Et l'idée, c'est qu'à ce moment-là, si vous avez un bon rapport, c'est-à-dire que vous avez ici une liberté, ici avec les gens qui arrivent chez vous, vos fournisseurs de matériel ou les personnes avec qui vous travaillez, que vous trouvez leur principe de liberté et qu'à ce moment-là, ces libertés sont valorisées tout au cours de ce cheminement. Et la même chose avec les différents partenaires que vous êtes capable de nommer, de cartographier, c'est-à-dire de dire avec qui je travaille, avec qui je voudrais travailler. Le petit nuage, vous voyez, c'est surtout sur les bailleurs de fonds là-haut. Et parce qu'on en cherche toujours de nouveaux. Mais que ce ne soit pas seulement des bailleurs de fonds, mais que ce soit de véritables partenaires. Et que les gens qui sont à la fois peuvent être des amis, mais qui peuvent être aussi des concurrents, hein, des autres structures qui font un peu le même job que nous, qui vont chercher aussi les mêmes subventions avec lesquelles on peut être directement en concurrence, eh bien, quelles sont les relations? Est-ce qu'en fait, on arrive ici à avoir des libertés qui sont en synergie, hein? On dit avec le préfixe grec du sum, ça va mieux qu'avec le co-latin, c'est pas beau. Mais synergie, c'est-à-dire ergon et énergie, c'est quelque chose qu'on a fort, c'est ça notre capacité, notre puissance. Là. Et donc, si je regarde maintenant la chaîne de valeur telle qu'on la déploie dans nos cas d'école, alors, vous
Vous avez tout simplement ici un acteur culturel qui prend une initiative et qui déploie avec des partenaires, ici mis en haut et en bas, qui déploie une activité. Vous avez en haut la ligne de temps. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir, vous avez l'acteur culturel avec ses capacités. Voilà, il a des partenaires, tu nous diras, Jean-Pierre, si j'interprète bien, il a des partenaires qui sont au niveau de, je sais pas, des services pénitentiaires, etc. D'autres partenaires, peut-être des services, des institutions culturelles dans lesquelles on peut travailler avec. Et alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a évidemment un service pour les personnes concernées qui participent directement à cette activité, mais ce qui nous intéresse aussi, ce qui t'intéresse, j'imagine aussi, c'est qu'il y a, que ça fait réfléchir aussi les partenaires pénitentiaires. Hein, c'est évidemment plus compliqué. Et tandis que là où on est avec des savoirs souffrants, soit des savoirs souffrants parce que des gens sont en souffrance de marginalisation, soit parce qu'ils sont souffrants parce qu'effectivement ils voudraient faire beaucoup plus, et que comme beaucoup d'entre nous, nous sommes très privilégiés, mais il y a une souffrance de créativité, on veut faire autre chose parce qu'on sait qu'on pourrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait. Voilà. Et qu'on est en situation de richesse du possible, misère du présent, pour reprendre le titre d'un livre célèbre. Hein. Richesse du possible, misère du présent, pensez à la politique actuelle, un peu dans toutes les parties du monde, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Et il y a l'idée d'un écartèlement qui est la condition, on pourrait dire, psychologique nécessaire à la création, hein, se sentir écartelé, et il y a quelque chose, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il y a quelque chose de plus fort, et quelque chose de plus fort qui est quelque part à portée de main, mais il y a comme un mur de verre entre les deux, et donc il va falloir trouver le moyen de le casser, de le contourner, de trouver un autre chemin. Et donc à ce moment-là, vous avez ces notions. On va regarder si on établit chaque étape. Hein, comment ça se fait. Et alors, ça va. Pardon. À chaque étape, est-ce qu'on a une valorisation? Voilà. On fait un groupe de travail, diaspora et démocratie, avec des gens qui sont immigrés, des gens de première génération, deuxième génération, avec des gens qui sont réfugiés politiques, avec des gens qui sont mixtes, etc. Et premier groupe de travail, est-ce qu'on a déjà une valorisation? Donc, on ne fait pas simplement un projet pour l'avenir, pour quelque avenir radieux, etc. Mais est-ce que dans chaque étape du travail, est-ce qu'on a une réalisation des droits culturels des personnes? Autrement dit, est-ce que les savoirs se reconnaissent mutuellement et les personnes se reconnaissent? Et donc, c'est ainsi qu'on va faire, si vous voulez, l'idée même d'une chaîne de créativité ou d'une chaîne de savoir. Là, c'est un exemple qu'on a pris dans Culture Collège. Est-ce que vous avez des gens qui préparent un dispositif et qui vont l'appliquer ensuite à des écoles? Ou est-ce que dans la création même, l'imagination de ce processus, on a directement déjà un plus, je dirais, un plaisir pour les gens qui travaillent là-dedans? Je vais terminer une boucle d'indicateurs de connexion appropriée qui fait que ce qu'on cherche, nous, constamment, et c'est pour ça encore qu'on a pris art au sens de beaux-arts, hein, on aurait pu prendre art au sens beaucoup plus général aussi, mais art au sens de beaux-arts, art au sens de sciences, on aurait pu prendre aussi sciences et technologies. Et ici, alimentation, on va dire, c'est dans le transversal, c'est dans l'interdiscipline qu'on a cette indiscipline nécessaire à la création. Pourquoi? Parce qu'on est forcément sur les frontières, puisque si on est dans un truc qui est déjà carré, on va continuer ce qu'on sait faire. Et l'approche ici aussi, pour avoir, on va essayer de constituer des boucles, hein, la richesse d'un écosystème de créativité, c'est moi l'expression, c'est-à-dire qu'il y a une approche micro au niveau de chacun. La création, c'est un acte personnel, très fort, même si tout traverse en nous. Il y a une approche méso, c'est-à-dire au niveau des réseaux, complètement, ça je n'ai pas besoin d'expliquer, mais où on cherche quoi? On cherche un équilibre dynamique. Quand vous avez une équipe de travail, il faut trouver que la diversité des gens, il y a un moment donné où la complémentarité va fonctionner bien. Et il faut beaucoup d'ingrédients différents, comme en cuisine là aussi, pour que ça marche, et à peu de choses près, ça peut beaucoup moins bien marcher. Donc on va trouver une notion d'équilibre. La notion d'équilibre elle est centrale, mais c'est un équilibre dynamique, hein, comme dans une approche plus biologique, si vous
plus écologique. Et le niveau macro, qu'on néglige trop, à mon avis, c'est-à-dire non pas seulement macro au niveau des grands agglomérats du système, mais au niveau où notre responsabilité politique, ce n'est pas la responsabilité d'un gouvernement comme tel, mais aussi bien sûr, mais c'est notre responsabilité politique, c'est-à-dire c'est notre bien commun d'arriver à tenir ensemble cette responsabilité commune, comme pas simplement, tiens, on fait une initiative ici ou là, si on ne veut pas faire plus, on fait ça, mais notre idée, c'est de dire, mais la demande, elle est beaucoup plus grande. Donc on doit pouvoir générer une autre culture politique dans ce sens-là. Ce qu'on avait fait à Canopéa, c'était un petit peu ça avec Vincent. Et puis, c'était bien l'idée que votre mari avait repris, c'est-à-dire l'art de la politique et la politique de l'art, la politique de l'art. Si on fait la même chose pour l'économie, si on fait l'économie de la culture, ça veut dire qu'on va avoir une autre culture de l'économie. Et je pense que si on fait une politique de la culture au sens fort, puissant, large, ça implique forcément un bouleversement de culture politique. Et donc ça, on y est dedans. Parce que le politique, c'est pas seulement grand, c'est aussi dans une petite structure. Oui, ça, c'est les différents indicateurs qu'on utilise après. Je les mets ici parce que ça va être pour nous très fort des conditions de créativité, de l'interdiscipline, de l'interacteur, de l'intertemps, des temps qui se croisent, vous savez ça par cœur. L'interéconomie, je l'ai indiqué ici. L'interpublic, il est un peu plus compliqué à dire parce qu'il ne s'agit pas de mixer des publics variés, parce que encore faudrait-il croire que les publics sont sectorisés. Or que nous pensons que l'acte public est un acte de diversité, de valorisation d'une diversité des personnes et pas évidemment d'une catégorie de personnes. Voilà, je crois qu'il y en a encore une après, je ne crois plus. Oui, tu peux passer. Voilà, fini. Célèbre phrase.